Bonsoir et bienvenue dans votre émission Invité de la semaine. Et ce soir, nous allons faire plus ample connaissance avec Nadine Afidou. Elle est ingénieure en bâtiment et présidente des chambres de commerce et d'industrie des Outre-mer. Bonsoir et merci d'être avec nous. Alors, le principe de l'émission, c'est vous connaître davantage et je sais que ce n'est pas facile de se décrire. Mais dans un premier temps, qui est Nadine Afidou? Alors bonsoir à tout le monde. Nadine Afidou, alors moi je suis donc ingénieure en bâtiment. Je suis actuellement gérante d'un bureau d'études situé à Mamoudzou. Je suis de parents mahorais de Sada je suis née en métropole et j'ai effectué l'ensemble de mes études en métropole. En parlant de l'ensemble des études en métropole, justement, quel est votre parcours scolaire? Écoutez, j'ai les éléments marquants en fait de mon parcours scolaire, c'est que j'ai fait mon lycée dans un lycée militaire dans la Sarthe, qui s'appelle le Prytanée national militaire, où j'étais en internat pendant 4 ans. Et donc après avoir eu mon bac, qui à l'époque était en série C, j'ai fait 2 années de classe préparatoire au lycée Descartes de Tours. Donc j'ai fait mathématiques spéciales, mathématiques supérieures et mathématiques spéciales. Et ensuite, j'ai eu mon concours pour entrer dans une école d'ingénieurs qui est l'école spéciale des travaux publics à Paris. On aura l'occasion d'y revenir, mais la série C, c'est l'équivalent de quelle série aujourd'hui? Actuellement, c'est la série S, scientifique. Maths. Voilà. Et voilà, donc... Alors, avant de revenir aux 2 écoles, notamment aux Prytanée et l'école de bâtiment, dans votre cursus normal, que retenez-vous de votre parcours? Écoutez, moi, j'ai toujours eu des facilités à l'école, donc j'ai eu un parcours, on va dire, plutôt classique. J'avais au début pour ambition d'être médecin, d'ailleurs spécialité gynécologue. Je voulais même rentrer dans l'école spéciale de santé des armées. Mais au final, au moment où il a fallu choisir entre les classes préparatoires, donc la voie d'ingénieur et être médecin dans le civil, j'ai préféré prendre une voie plus sûre pour moi, qui était les classes préparatoires, et donc l'école d'ingénieur à la suite. Donc c'est ce qui a fait que vous avez renoncé, entre guillemets, à être médecin, notamment en gynécologie? Voilà. Le parcours en civil, en médecin civil, me faisait un peu plus peur en fait par rapport à la faculté, à peut-être plus d'autonomie. Et je pense que j'étais pas suffisamment mûre pour pouvoir y arriver aussi bien que ce que j'ai choisi comme voie. Alors, que retenez-vous de votre cursus scolaire, notamment au Prytanée national militaire et à l'école spéciale des travaux publics? Écoutez, pour le Prytanée, c'est vrai que ça a marqué mon parcours scolaire, puisque c'est un lycée très strict, avec un encadrement militaire, où donc ça m'a apporté énormément de méthodes de travail, en tout cas en dehors des heures de cours. Et c'est vrai que depuis, après ce passage au Prytanée, on ne va pas dire que les choses étaient plus simples, mais au moins j'étais plus structurée dans ma tête, en tout cas, au niveau de ma façon de travailler, de mes méthodes de travail. Alors, vous étiez au Prytanée parce que votre papa était militaire? Voilà, mon père est un retraité militaire, donc dans l'armée de terre. Il était d'ailleurs troupe de marine dans un régiment qui était dans la Sarthe, juste à côté de mon lycée. Alors, ce sont 2 établissements spécifiques, pour ne pas dire courants pour les Mahorais. Les 2 écoles, les 2 dernières écoles que vous avez faites, comment on y accède? Alors, si vous parlez donc après le bac entre le lycée Descartes et l'école d'ingénieur, alors pour le lycée Descartes, c'est sur dossier. Donc il fallait vraiment avoir un bon niveau pendant l'année de terminale. Et quand j'ai présenté mes dossiers, j'avais le choix entre
trois bons lycées, en tout cas, et mon choix s'est porté sur celui de Tours parce que c'était pas loin de ma famille au Mans. Après, pour l'école d'ingénieur, c'est sûr concours par contre. Et donc c'est vrai que l'année de mathématiques spéciales a été très très difficile. Moi, dans mes années d'études, ce sont vraiment les 2 années les plus difficiles pour moi, les classes préparatoires. Et quand j'étais en mathématiques spéciales, je m'étais juré de ne pas redoubler cette année spéciale et que je ferais tout pour avoir l'école que je souhaitais avoir. Et donc j'ai eu l'école spéciale des travaux publics. Et pour moi, cette spécialité, je l'ai choisie parce que c'était du concret. Pour moi, en sortant de l'école de l'ESTP, je devenais ingénieur en bâtiment. Et ça permettait de construire des choses qui se voient, des choses concrètes. Concrète, ouais. Contrairement à l'autre école que j'avais également eue, qui était une école d'ingénieur en chimie. Et pour moi, passer ma vie dans les laboratoires, ce n'était pas vraiment ce que je souhaitais pour mon avenir professionnel. Donc, vous avez choisi la voie concrète, mais aussi en gynécologie, on voit naître les bébés. Ça aussi, c'est concret. Ah, c'était du concret. Ça aussi, c'est du concret. Est-ce que vous êtes militante d'une association ou Oui. des associations? Alors, oui, effectivement, des associations d'entrepreneuriat particulièrement. J'ai été fondatrice, présidente de l'association Entreprendre au féminin à Mayotte en 2011. Et donc depuis, j'ai toujours milité pour défendre l'entrepreneuriat, l'économie et tout ce qui tourne autour. Donc ça m'a permis également d'intégrer le Conseil économique, social et environnemental de Mayotte, dans lequel je siège pour représenter les intérêts des femmes, et particulièrement des femmes entrepreneurs. Justement, que pensez-vous de l'entrepreneuriat au féminin ici à Mayotte? Moi, j'ai toujours été très admirative justement des femmes entrepreneurs ici à Mayotte, parce que la plupart, ce sont des femmes qui ont donc les petits doukas, les petites brochetti, et des commerçantes qui voyagent, qui prennent le risque de voyager à l'étranger sans avoir aucune connaissance des langues des territoires en question, ni d'anglais, ni d'autres langues. Et je les trouve particulièrement courageuses parce que sans non plus connaître les rouages de l'administration au niveau de l'import-export ou tout simplement quelques notions de base de la gestion, elles arrivent à faire vivre leur famille et à garder leur société en vie pendant de nombreuses années. Alors, on aura l'occasion d'y revenir, notamment à tout ce qui est aspect économique, mais dans votre enfance, qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Qu'est-ce que vous gardez comme anecdote la plus marquante? Pour moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le lien que mes parents ont toujours su garder avec la communauté mahoraise, en fait. Où, bien qu'on vivait quand même dans des villages un peu éloignés de la ville, dans des bourgades un peu éloignées dans la Sarthe, avec quasiment que des personnes âgées autour de nous. Mon père a toujours milité dans la communauté mahoraise et a souvent présidé d'ailleurs des associations de Mahorais. Donc on n'a jamais été trop éloigné de la communauté mahoraise. Et ça, je trouve que c'est bien et ça devient difficile à faire pour les générations actuelles. Donc malgré que vous vivez dans des villages éloignés, vous avez toujours gardé le contact avec les communautés mahoraises qui étaient en métropole? En métropole et plus particulièrement évidemment le cercle familial, parce que dans les années où on était installé là-bas, il y avait très peu de Mahorais encore et on gardait le contact avec la cellule rapprochée familiale, en fait, les oncles proches, les cousins qui venaient pour leurs études, qui souvent avaient comme repère justement notre foyer à nous, qui est installé avec toute la famille. Alors justement, en parlant de cercle familial, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la société mahoraise, d'une manière générale? Je pense que ça a beaucoup évolué. Je ne suis pas si vieille que ça et pourtant je me rappelle de l'époque où justement on venait en famille pendant les grandes vacances ici à Mayotte et on voyait quand même que
il y avait beaucoup plus de solidarité entre nous dans les familles. En tout cas, à l'époque, on permettait en tout cas aux oncles et aux tantes de réprimander l'enfant, ce qui n'est plus le cas maintenant. On a resserré la cellule familiale et on est plus entre père, mère et enfant, alors qu'avant, ça s'étendait à l'oncle, à la tante, à l'oncle, enfin même aux grands-parents qui pouvaient être responsables de l'éducation d'un enfant. Donc c'est une société en pleine mutation. Complètement, et je pense que ça va vers l'occidentalisation. On arrive à des modes d'éducation plutôt de l'Occident, et on perd un peu de notre identité familiale et de notre structure familiale. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de la femme entrepreneur. Maintenant, quel regard, d'une manière générale, là aussi, pour la femme mahoraise? Alors, mon regard sur la femme mahoraise, je pense que, au contraire de ce que je viens de dire au niveau de la structure familiale, je pense que la femme mahoraise essaye quand même de garder ce noyau, de préserver sa structure familiale malgré les réseaux sociaux, malgré cette mondialisation, cette occidentalisation. La femme a quand même gardé ce rôle majeur dans la cellule familiale où elle réunit tout le monde, elle fait en sorte que les gens s'entendent dans un foyer et qu'au sein d'une famille, les enfants puissent avoir la meilleure éducation autour d'elle et en harmonie avec le père et toutes les personnes qu'il y a autour. Donc pour moi, elle a toujours gardé ce rôle primordial du rôle même de la femme mahoraise dans son foyer qui gère toute la maison. Alors, les 3 derniers invités que j'ai eus ces dernières semaines, j'ai posé la même question. C'est la conjoncture qui s'y prête. Au niveau politique, est-ce qu'on vous a déjà sollicité pour intégrer une liste municipale? Oui, effectivement, on m'a sollicité. Et étant donné que j'ai quelques mandats dans le milieu économique et que je pense avoir contribué à quelques petites choses ici à Mayotte, je pense que déjà, moi personnellement, je ne me sens pas prête, c'est sûr, mais je pense que le rôle de la femme dans la politique est primordial et permet d'avoir une vision différente en fait de la politique. Je vais être un peu méchante, mais un peu moins égoïste que ce qu'on peut voir jusqu'à maintenant, des visions qui permettent d'avoir une vision d'avenir, parce que la femme pense en premier lieu à son enfant et à la situation dans laquelle doit évoluer son enfant dans les années à venir. Donc elle est un peu plus protectrice que les hommes. Forcément, parce que son objectif, c'est d'améliorer le quotidien de tout le monde, justement pour que son enfant puisse vivre dans les meilleures conditions à l'avenir. Et je pense que l'ensemble des choses qui sont faites par les femmes vont dans ce sens-là, en général. Donc vous avez décliné les propositions pour les listes municipales? Ouais, effectivement. Parce que ma société est en plein développement et que voilà, je me concentre vraiment sur ma société et que mon mandat à la Chambre de commerce et d'industrie me prend déjà beaucoup de temps. Je pense que j'ai énormément de choses déjà à donner à la Chambre de commerce et d'industrie. Et moi, je suis une personne qui n'aime pas s'éparpiller. Donc, je préfère me concentrer sur déjà tous les mandats que j'ai actuellement et pouvoir bien les faire. Et jouer la carte de l'efficacité. Alors, avant de revenir à votre activité professionnelle, quand on a plus vécu à l'extérieur et quand on arrive sur le marché de l'emploi à Mayotte, est-ce qu'on arrive avec une certaine appréhension? Comment on aborde ce marché de l'emploi? Alors, c'est une bonne question parce que j'avoue que le saut que j'ai fait quand je suis venue à Mayotte a été très, très, très difficile. Parce que moi, j'étais en poste à Paris, dans un bureau d'études à Paris, donc dans le privé.
Et j'ai été débauchée pour venir au conseil départemental. Dans le public en Outre-mer. Et c'était une marche vraiment trop dure à monter. Et ça correspondait pas du tout à ma vision de la vie professionnelle, en fait. Ça correspondait pas du tout à ce que j'avais en tête au niveau parcours professionnel non plus. Donc très vite, en fait, j'ai quitté le conseil départemental pour pouvoir me mettre moi-même à mon compte. Et ça a toujours été ce que je voulais faire, tout en restant à Mayotte, parce que je savais très bien que les défis qu'il y avait à relever à Mayotte étaient énormes. C'était des choses que j'aurais jamais pu faire en restant en métropole. Alors, donc, vous êtes ingénieur en bâtiment. Rapidement, en quoi consiste votre métier, au juste? Alors, donc, notre société qui s'appelle Delta, et donc que je gère avec ma sœur Farah, est un bureau d'études spécialisé dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Ça veut dire que pour un client, on l'accompagne de la genèse de son projet jusqu'à la réception de son ouvrage, dans toutes les phases du projet. Donc, quelque part, on se substitue à lui pour réaliser son projet. Donc, ça peut être qui comme client? Des particuliers, des entreprises, Alors, des collectivités? Ça peut être effectivement des particuliers, plutôt des entreprises, surtout des collectivités, évidemment, conseil départemental, certaines communes avec qui nous travaillons également, mais également le vice-rectorat. On a travaillé également sur le centre pénitentiaire de Magicavo, donc de nombreux projets, y compris les intercommunalités. Et vous avez parlé tout à l'heure du conseil départemental. Quel souvenir justement gardez-vous de ce passage au conseil départemental? Si j'ai bien compris, c'était de 2006 à 2007. C'est ça, oui. Bah, malheureusement, j'en ai gardé un très mauvais souvenir parce que j'ai trouvé que j'ai pas réussi à exploiter mes compétences comme j'aurais souhaité pour le développement du territoire et compte tenu du poste qu'on m'avait laissé. Donc j'ai eu beaucoup de frustration parce que je suis arrivée avec beaucoup d'ambition, avec l'envie de débloquer certaines situations. Mais malheureusement, j'ai été confrontée plutôt à des réticences un peu politiques, on va dire, où on va dire que les conseillers en poste à cette époque-là n'avaient pas encore une idée des priorités d'aménagement du territoire. Donc, pour un technicien, si on n'arrive pas à lui apporter des éléments de priorisation, ça paraît difficile d'avancer. Donc pour moi, j'avais pas l'impression que ça pourrait se débloquer rapidement et j'avais pas envie de perdre mon temps et surtout de perdre en compétences et en capacité de travail. Donc il valait mieux que je quitte et que j'essaye et que je prenne l'option de les aider, mais en prestataire extérieur. Et c'est ce que j'ai fait justement. Et le marché local vous permet, dans votre cabinet, d'exploiter pleinement vos compétences et vos approches? Ah ben complètement. Alors quand on sait que on a un plan de convergence qui a chiffré quand même à 1,7 milliard d'euros de budget d'investissement pour les 4 prochaines années, je pense que les communes à elles seules et le conseil départemental à lui seul ne pourra pas faire lui-même. Donc il est évident que des cabinets spécialisés comme les nôtres seront sollicités pour les accompagner et pour pouvoir monter des projets et les faire sortir et les faire émerger. Ce qui dément entre autres le fait que Mayotte, il n'y a pas d'ingénierie à Mayotte et pourtant on a des éléments capables de faire avancer cette île. En 2016, vous avez intégré la CCI. Et aujourd'hui, vous êtes la présidente des chambres de commerce et d'industrie des Outre-mer. C'est la première fois que Mayotte occupe la présidence de cette association. Et ça se passe comment? Oui, alors effectivement, c'est la première fois que Mayotte y accède. Et en plus, on y est pour 2 ans et demi, ce qui est aussi une première, puisque sur les mandats précédents, c'était 1 année. Alors c'est vrai que les défis sont grands pour les chambres de commerce et d'industrie, et plus particulièrement ces dernières années, où donc on a eu à subir une grosse baisse des ressources fiscales.
et donc qui nous ont amenés à nous restructurer et à réfléchir autrement pour la gestion de nos chambres de commerce et d'industrie. Alors, les chambres de commerce, d'industrie d'outre-mer sont d'autant plus touchées qu'elles étaient déjà les moins dotées de l'ensemble des chambres de commerce du réseau de France. Et donc là, on subit au même niveau que l'ensemble des CCI de France cette baisse de 100 millions par an, qui sera éditée l'année prochaine. Et donc c'est vrai que ça fait mal. Et puis du coup, ça fait beaucoup de sujets à défendre à Paris quand je pars en déplacement. Et Mayotte arrive à tirer son épingle du jeu dans cette structure ultramarine? Et bien sûr, parce que, déjà, comme on a la présidence, déjà, ça facilite beaucoup les choses. Et on arrive en tout cas, on travaille à faire remonter le niveau de la Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte en matière de ressources fiscales. Parce que non seulement les chambres de commerce et d'industrie d'outre-mer étaient mal dotées par rapport à l'ensemble du réseau, mais en plus, dans les 5 CCI ultramarines, Mayotte était encore moins dotée que les 4 autres. Donc c'est un combat de tous les jours de faire comprendre que, en plus du contexte économique que nous avons à Mayotte, où nous avons fortement besoin d'accompagnement auprès des entreprises, de formation des chefs d'entreprise, également d'investir sur des équipements pour aider au développement des entreprises. Et à côté de ça, on nous supprime de la ressource et donc on nous restreint et on nous oblige à travailler avec peu pour faire des miracles quasiment. Alors, dans cette association, votre mandat arrive bientôt à échéance. En septembre. En septembre, quel bilan tirez-vous de ce mandat? Alors, pour moi, ça a été vraiment formateur. Parce que du coup, j'ai été confrontée directement à la politique en fait, parce que à travers un mandat d'élu consulaire, on est tout le temps, on est dans la politique en fait, dans la politique économique, mais vraiment dans la politique. Et donc ça m'a donné une autre façon de voir les choses, une autre façon de gérer d'ailleurs mon temps, de gérer mes relations publiques avec justement ces différents politiciens. Et c'est formateur parce que on est vraiment dans un monde complètement différent de ce que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant en tant que simple chef d'entreprise ici à Mayotte. Et donc en plus représenter les 5 territoires, les 5 départements et régions d'outre-mer, plus les 6 collectivités d'outre-mer, ça élève au plus haut et c'est vrai que c'est une fierté pour moi, c'est une fierté pour mon équipe de la CCI. Donc vous siégez également aussi au Conseil économique et social, chargé de mission pour l'aménagement, si j'ai bien compris. Président de la commission aménagement, tout à fait. Président de la commission aménagement, et l'aménagement à Mayotte, là aussi c'est un défi à relever. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, au Conseil économique, social et environnemental de Mayotte, nous avons à émettre des avis consultatifs pour chaque assemblée plénière lorsque on nous transmet les rapports, les projets de rapport qui seront présentés. Et c'est vrai que le sujet de l'aménagement est en ce moment vraiment complètement d'actualité. Et au sein du Conseil économique, l'avantage que nous avons, c'est que nous sommes des membres issus du monde économique, des salariés, de l'associatif, et qui avons une vision moins politicienne que peuvent avoir les conseillers départementaux actuels, qui assez souvent ont une vision sur la durée du mandat et qui ont souvent assez de mal à se projeter au mandat suivant, parce qu'ils ne sont pas sûrs d'être reconduits, parce que les priorités sont tellement nombreuses que c'est difficile de lever la tête et de regarder un peu plus loin. Donc nous, l'avantage qu'on a avec le Conseil économique, c'est qu'on peut leur donner cette vision un peu plus en hauteur
qui leur permet, eux, de prendre des bonnes décisions, et en tout cas des décisions adaptées au contexte maori. Durant tout ce parcours, est-ce que vous avez déjà été confronté à des actes sexistes? Voilà. Bah alors en plus, dans mon monde, hein, je n'ai pas choisi le milieu le plus, le plus le plus facile. Voilà. Alors j'ai une anecdote, moi, qui va me rester, je pense, toute ma vie. C'est que quand j'étais en école d'ingénieur, j'ai fait mes stages d'école à Mayotte. Et mon tout premier stage de première année d'école, je l'ai fait sur le chantier de la maternité de Mamoudzou. Et donc, je suis arrivée le premier jour en stage avec ma tenue. J'arrive avec mon tuteur de stage. Et bon, là, tous les chefs d'entreprise qui étaient responsables de l'eau sur le chantier me regardent et tout. Et puis, ils étaient persuadés que j'étais la secrétaire. Et que j'étais la stagiaire secrétaire qui vient, je vais prendre des notes. Et donc, mon conducteur de travaux, quand il m'a présenté, il m'a dit, voilà, élève, stagiaire, ingénieur, voilà. Ah, ils étaient tous, mais ah bon, désolé, on pensait que... Voilà, donc moi, ça m'arrive très souvent. Sur tous les chantiers, c'est pareil. Et du coup, ça m'oblige à travailler encore plus que les hommes pour pouvoir montrer que j'en connais autant, voire plus qu'eux, sur un chantier, parce que moi, je suis censée même savoir un peu plus qu'eux, parce que sur un chantier, moi, je représente le maître d'ouvrage, donc je viens en tant qu'experte pour le maître d'ouvrage. Avec une lourde responsabilité. Voilà. Donc, en quelque sorte, je supervise le chantier quand je viens sur un chantier, et c'est moi qui donne les instructions pour faire avancer le chantier. Ici, d'habitude, on finit toujours avec des perspectives. Si vous aviez des conseils à donner ce soir à ceux qui nous suivent, quel serait ce conseil? Alors moi, je voudrais surtout donner des conseils à la jeune génération, à ceux qui sont en train de choisir leur voie et leur orientation. C'est de viser haut, de ne pas avoir peur de viser haut, d'être vraiment ambitieux. Et donc, qui dit ambitieux, dit aussi le courage, parce qu'on entend beaucoup de jeunes dire que c'est trop dur, je ne veux pas faire ça parce que c'est trop dur. Rien n'est facile maintenant. Donc, si on n'a pas envie de faire, si on ne se donne pas les moyens de faire, on n'arrivera pas à atteindre ses rêves. Donc, pour moi, c'est l'ambition et le courage et ne pas lâcher nos morceaux quand on veut arriver quelque part. Et tout est possible. Tout est possible. Merci beaucoup, Nadine Afidou, d'avoir été l'invitée de la semaine. Merci à vous également de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée sur Mayotte la Première et à très bientôt.